simple droit de l'hospitalisation, la remise en cause de l'hospitalisation. Je m'arrêterai là. Voilà. Je vous remercie, docteur Julie. J'ai déjà entendu parler de la permanence d'avocat qu'il y a dans votre hôpital par votre collègue, docteur Parésis. C'est mon voisin. Oui, c'est un voisin. Parce qu'il semble que ce soit une avancée très novatrice et très intéressante. Alors, je dois donner lecture de la position du syndicat des psychiatres des hôpitaux qui n'a pas pu se faire représenter. C'est Madame Isabelle Montet. Alors, je précise que le syndicat des psychiatres des hôpitaux, c'est l'ancien syndicat unique des psychiatres qui a éclaté il y a une trentaine d'années et que c'est un syndicat qui est majoritaire chez les chefs de service en psychiatrie. Alors, le mail en question qui fait 2 pages est signé par la docteure Isabelle Montet, qui exerce à l'hôpital de Clermont-de-Loise et qui est secrétaire générale du SPH. Alors, bonsoir Monsieur Bitton, le mail date du 18 avril. Le syndicat des psychiatres des hôpitaux doit regretter de n'avoir pu trouver de représentants capables de se libérer pour participer à la conférence de presse interorganisation de ce 20 avril, mais réaffirme à cette occasion son plein intérêt pour les procédures des questions prioritaires de constitutionnalité qui ont montré leur importance et leur capacité à faire évoluer les textes relatifs aux hospitalisations sans consentement. Le SPH sera particulièrement attentif aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur les questions retenues pour faire l'objet d'un examen de conformité avec la Constitution, que ce soit à propos des inégalités de traitement appliquées aux patients présentant des antécédents d'irresponsabilité pénale ou d'hospitalisation en UMP, ou sur l'extension de la compétence du juge aux soins ambulatoires. Ces sujets rejoignent les problèmes d'application de la loi du 5 juillet dénoncés par le SPH dès l'origine du texte. Le défaut de garantie des droits des patients admis en péril imminent s'entière. Le SPPI, le soin pour péril imminent s'entière. Nouveau mode d'hospitalisation introduit par la loi est un autre sujet de préoccupation, même s'il ne fait pas à ce jour l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel. Plus globalement, le SPH estime que la loi du 5 juillet 2011 a échoué à être la loi sanitaire sur laquelle aurait dû aboutir la révision de la loi du 27 juin 90, et pire, que l'excès des mesures administratives de contrôle qu'elle a introduites sur les personnes hospitalisées sans consentement marque bien une régression en concrétisant la confusion qui a présidé à son élaboration entre des mesures visant à prendre soin des malades mentaux, des mesures de défense sociale et une conception de la prévention des récidives. Le bilan de son application met en évidence la complexité et les failles du texte initial, dont témoignent d'extrêmes variations sur le territoire national, des interprétations et des modes opératoires entre les TGI, les agences régionales de santé, les établissements hospitaliers, voire même d'un service de soins à un autre. Variation qui met en péril le principe d'égalité du citoyen devant la loi. Un examen des législations européennes force à constater que la loi française, et c'est là le gros de l'analyse du SPH, la loi française campe solidement sur son statut d'exception, tant par le mode d'admission à l'hôpital que par la référence maintenue à l'ordre public et les voies de recours. Il faut rappeler que l'intervention du juge introduite in extremis n'existe que par la volonté expresse du Conseil constitutionnel, décision QPC, on a une erreur de date, c'est 26 novembre 2010, en maintenant les 2 modes d'hospitalisation et le rôle du préfet. Le texte de loi présente une version complexifiée de la loi de juin 90, qui elle-même n'était qu'une adaptation limitée de la loi de juin 1838. Donc pour le SPH, nous n'avons pas changé fondamentalement de logique par rapport à la loi de 1838. Il convient donc de réviser fortement les dispositions autorisant les soins sans consentement pour trouble mental, en ajustant le texte aux dispositions éprouvées des pays voisins, révision qui devrait trouver sa place dans une loi globale de psychiatrie et de santé mentale, traitant de l'organisation des soins psychiatriques dans leur ensemble. Le SPH estime que la révision de la loi du 5 juillet doit comporter, premièrement, un seul mode d'hospitalisation pour faire disparaître la distinction entre SDT et SDRE, donc on demande d'un tiers et sur décision du représentant de l'État, et l'intervention pour faire disparaître l'intervention d'une autorité administrative dans l'admission du patient. 2. L'abandon de la notion d'ordre public pour maintenir un patient en soins sans consentement. 3. L'intervention du juge dans les premières 72 heures pour valider ou infirmer la poursuite des soins sans consentement. 4. L'extension de la compétence du juge à l'ambulatoire. 5. L'affirmation de l'indépendance professionnelle du psychiatre hospitalier et du secret professionnel. 6. L'audience à l'hôpital respectant les principes de confidentialité et de dignité. 7. La visioconférence réservée aux cas de force majeure. 8. Un avocat d'office et l'aide juridictionnelle systématique accordée aux patients. 9. L'abandon des habits conjoints et du collège de soignants qui font la preuve de leur inutilité. 10. L'accroissement des moyens dévolus aux soins ambulatoires par l'existence de structures variées et accessibles et disposant de personnel formé en nombre suffisant. 11.
le SPH appelle à des études épidémiologiques sur les effets des soins ambulatoires sans consentement et sur les catégories de patients dits dangereux dans le cadre d'un programme de recherche clinique hospitalière. 12. L'utilisation des commissions départementales des soins en psychiatrie en position décisionnelle de recours de la décision du juge. 13. Une attention particulière aux situations des mineurs accueillis en service de psychiatrie générale ou en service fermé. Je vous prie de recevoir mes cordiales salutations, Dr Isabelle Montet, secrétaire générale du syndicat des psychiatres des hôpitaux. La parole est à Madame Hélène Franco pour le Front de Gauche. Oui. Alors, bonjour à tous. D'abord, je vous prie d'excuser mon retard, étant donné que effectivement, je représente aujourd'hui le Front de Gauche en qualité de membre du Conseil national de campagne de Jean-Luc Mélenchon et plus généralement du Front de Gauche, puisqu'il y aura ensuite des législatives, et qu'il ne nous a pas échappé que nous sommes à 2 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, que la campagne s'arrête officiellement ce soir à minuit, et que donc, évidemment, nous avons notamment un certain nombre de tracts à écouler et de réunions, de rendez-vous à honorer. Je tenais absolument à être présente aujourd'hui au nom du Front de Gauche, parce que d'abord, je suis en charge des libertés au sein du Conseil national de campagne, et que c'est depuis le début, on peut le dire, que le Front de Gauche s'engage en tant que tel contre le projet de loi devenu loi du 5 juillet 2011. Donc vous aurez compris, et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que d'un point de vue politique, puisque aujourd'hui nous sommes sur l'organisation politique représentée, nous nous engageons très fermement depuis le début à une abrogation pure et simple de la loi du 5 juillet 2011, ainsi que de la loi HPST, loi Bachelot, parce que effectivement, et c'est comme si on s'était téléphoné avec le docteur Béassène, puisqu'il m'a enlevé les mots de la bouche. Il y a cette logique gestionnaire et cette logique sécuritaire qui vont de pair, en fait, depuis un certain nombre d'années. Et au-delà de ces lois, d'ailleurs au-delà de ces dispositifs législatifs, un certain nombre de dérives, notamment sécuritaires, sont passées par la voie réglementaire, par des décrets, purement et simplement, ou même par des pratiques professionnelles, ici ou là, recourant de plus en plus à la contrainte en milieu hospitalier. Et on a vu se multiplier les recours à l'isolement, les recours à des contraintes physiques, les recours à des vigiles privés, le service hospitalier. Et tout ça, pour nous, évidemment, procède d'une même logique et d'une même dérive, et bien contre laquelle nous voulons résister. Alors, quand je vous aurais dit abrogation, ça ne suffit pas, évidemment. Parce que nous ne souhaitons pas un retour au statu quo ante, comme on dit. Nous ne souhaitons pas un retour purement et simplement à la loi de 90, qui ne nous satisfaisait pas sur un certain nombre de plans. Et notamment, Odile Barral, tout à l'heure, pour le syndicat de la magistrature, a dit des choses fortes sur le fait que, pour nous, la judiciarisation, c'est-à-dire le contrôle par un juge judiciaire, je le rappelle, qui est gardien des libertés individuelles, d'un point de vue constitutionnel, c'est l'article 66 de notre Constitution, eh bien c'est une avancée. C'est une avancée d'ailleurs qui s'est faite contre l'avis du gouvernement actuel, puisque ça ne figurait pas du tout dans le pré-projet de loi ou dans le projet de loi. Bon. Donc, il ne s'agira pas pour nous de revenir au statu quo ante, encore une fois, au cadre de la loi de 90. Il s'agira pour nous d'abord de mener, ça peut vous sembler tout à fait évident et coulant de source, mais de mener une réelle concertation, ce qui a été loin d'être le cas pour l'élaboration de la loi du 5 juillet 2011. Alors,